Vous avez entendu dire que la connaissance supérieure peut être découverte par la compréhension de nous-mêmes. Comment peut-on se découvrir soi-même? De quoi sommes-nous faits? Qu'est-ce qui nous fait travailler? Vous nous avez expliqué le besoin de trouver la connaissance supérieure à l'intérieur de chacun de nous. Pourriez-vous nous dire comment trouver cette connaissance à l'intérieur de nous? Il est nécessaire de comprendre que, de même qu'il existe le pays extérieur dans lequel nous vivons, il existe aussi un pays psychologique intime. Les gens sont toujours conscients de la ville ou de la région où ils vivent. Malheureusement, ils ne connaissent pas le lieu psychologique où ils se trouvent. De même que dans le monde physique, il existe des lieux habités par des gens convenables et cultivés. Dans le pays psychologique de chaque personne, il se produit la même chose. Tout comme dans le monde physique, il y a des cités ou des quartiers avec de très dangereuses ruelles, pleines d'assaillants. Dans notre pays psychologique intérieur, il en est également ainsi. Aussi, nous devons regarder à l'intérieur de nous, nous auto-observer, à l'intérieur de notre propre psychologie particulière. Nous devons le faire à chaque moment de notre vie. Être conscient du lieu exact où nous nous trouvons dans notre pays psychologique intérieur. Comment cela peut-il se faire? C'est simple pour identifier où nous nous trouvons dans le monde extérieur à tout moment. Il suffit de regarder avec nos yeux. Mais comment pouvons-nous observer où nous sommes dans notre monde psychologique intérieur? Nous devons observer dans les deux cas. Cependant, observer et s'observer soi-même sont deux choses complètement différentes. Néanmoins, les deux exigent de l'attention. Dans l'observation, l'attention est dirigée vers l'extérieur. Cependant, dans l'auto-observation, l'attention est dirigée vers l'intérieur. Le point de départ de l'observation externe est le côté pratique, ce qui est observable. De la même manière, le point de départ du travail de l'auto-observation est ce qui est auto-observable. Indiscutablement, les deux points de départ mentionnés précédemment nous amènent dans des directions complètement différentes. Le type de connaissance qui transforme intérieurement une personne ne pourra jamais être obtenu au moyen de l'observation extérieure. La connaissance, qui peut réellement produire un changement intérieur fondamental en nous, est basée sur l'observation directe de soi-même. L'observation est un moyen de modifier l'état mécanique du monde. L'observation intérieure de soi-même est un moyen de changer intimement. Conséquence de tout cela, nous pouvons et devons affirmer qu'il existe deux sortes de connaissances, l'extérieur et l'intérieur. Nous sommes donc en face de deux mondes, l'extérieur et l'intérieur. Le premier est perçu par les sens de perception externe. Le deuxième ne peut être perçu que par le sens de l'auto-observation intérieure. Certainement, nous vivons plus dans notre monde intérieur que dans le monde extérieur. Dans nos mondes intérieurs, dans notre monde secret, nous aimons, nous souhaitons, nous soupçonnons, nous bénissons, nous condamnons, nous désirons, nous souffrons, nous jouissons, nous sommes déçus, nous sommes récompensés, etc., etc., etc. Indiscutablement, les deux mondes, l'intérieur et l'extérieur, peuvent être vérifiés par l'expérience. Le monde extérieur est observable. Le monde intérieur est auto-observable. Nous pouvons l'observer en nous-mêmes, ici et maintenant. Très intéressant. C'est tellement vrai. Mais s'il vous plaît, dites-moi, du moment que nous avons des yeux ou la faculté d'observer le monde extérieur, nous pouvons continuer notre vie normale dans le monde extérieur. Pourquoi devrions-nous développer l'auto-observation intérieure?
Celui qui veut réellement connaître les mondes internes, de la planète Terre, du système solaire, de la galaxie où nous vivons, doit d'abord connaître ses propres mondes intimes. Sa vie intime et privée, ses propres mondes internes. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Plus vous explorez ce monde intérieur, appelé soi-même, plus vous comprendrez que vous vivez simultanément dans deux mondes. L'extérieur et l'intérieur. Tout comme il nous est indispensable d'apprendre à marcher dans le monde extérieur, de même, au moyen du travail psychologique sur nous-mêmes, nous apprenons à marcher dans le monde intérieur. Sans la connaissance de ce monde intérieur, nous ne pourrons jamais être maîtres de nous-mêmes. À moins que nous ne développions la connaissance de notre propre monde intérieur, nous ne serons jamais réellement heureux ou en paix. Cette connaissance intérieure nous aide à prendre les bonnes décisions, à choisir ce qui est le mieux pour nous et vivre une vie épanouie. Oui, je peux comprendre cela. Mais expliquez-moi, s'il vous plaît, si cette faculté de s'observer soi-même est tellement importante. Alors pourquoi tant de gens ne l'ont pas? En réalité, le sens de l'auto-observation est atrophié chez la race humaine décadente de cette ténébreuse époque dans laquelle nous vivons. Cette faculté était habituellement active dans les premières générations ou races de l'humanité, et c'est pourquoi beaucoup de gens dans les races antérieures étaient clairvoyants et sages. Cependant, avec le temps, cette faculté s'est perdue. À mesure que nous persévérons avec l'observation de nous-mêmes, le sens de l'auto-observation intime se développera progressivement. De nombreuses pratiques, données dans la gnose, aident à développer cette faculté. Cependant, l'étudiant doit faire l'effort de pratiquer régulièrement. L'auto-observation est primordiale. C'est la seule procédure pour se connaître soi-même d'une manière intégrale et véritable. D'accord. Donc, nous pouvons développer la faculté de l'auto-observation. Qu'est-ce que nous commençons à voir quand nous développons cette faculté? Qu'y a-t-il en nous? La partie la plus précieuse de notre psychologie est l'essence. Jésus-Christ a dit « En patience, vous posséderez votre âme ». Mais nous devons d'abord comprendre ce qu'on appelle âme. Certainement, je dois vous dire que l'âme est un ensemble de lois, de principes, de vertus, de pouvoirs, etc. Les gens possèdent l'essence, le matériel psychique, pour fabriquer l'âme, ou plutôt pour cristalliser l'âme. Mais ils ne possèdent pas encore leur âme. Cette essence, est-ce la même chose que la conscience? Pouvez-vous nous l'expliquer plus en détail? Oui, ce sont les mêmes choses. Premièrement, il est urgent de savoir quelle est cette chose que l'on appelle conscience. Tout le monde sait que lorsqu'un boxeur tombe KO sur le ring, il perd conscience. Il est clair que lorsqu'il revient à lui, il reprend à nouveau conscience. En conséquence, tout le monde comprend qu'il existe une claire différence entre la personnalité et la conscience. Lorsque nous venons au monde, nous avons tous 3% de conscience et 97% de subconscient, d'infraconscience et d'inconscience. Ce qui rend tous les nouveau-nés beaux et adorables, c'est cette essence, les 3% de conscience. Le corps humain croît et se développe en accord avec les lois biologiques de l'espèce. Cependant, la croissance spontanée et naturelle de l'essence est seulement possible pendant les 3, 4 ou 5 premières années de l'enfance, à savoir pendant la première étape de la vie. Les gens pensent que la croissance et le développement de l'essence s'effectuent toujours de manière continue, en accord avec le mécanisme de l'évolution. Sagesse universelle enseigne très clairement que ce concept est faux. Si nous voulons que la fraction d'essence, les 3% de conscience éveillée, grandissent
quelque chose de nouveau doit être fait. Je me réfère, d'une manière emphatique, au travail sur soi-même. Le développement de l'essence est seulement possible sur la base de travaux conscients et de souffrances volontaires. Il est nécessaire de comprendre que ces travaux n'ont rien à voir avec le travail professionnel. Ce travail est, pour toutes les personnes qui ont développé la personnalité, c'est quelque chose de psychologique. Très intéressant. Comment la conscience prend-elle place dans la structure humaine globale? Il existe 7 types d'énergie à l'intérieur de nous-mêmes que nous devons comprendre. Premièrement, l'énergie mécanique. Deuxièmement, l'énergie vitale. Troisièmement, l'énergie psychique. Quatrièmement, l'énergie mentale. Cinquièmement, l'énergie de la volonté. Sixièmement, l'énergie de la conscience. Septièmement, l'énergie de l'esprit pur. Tous ces types d'énergie sont à différents niveaux ou dimensions qui n'ont rien à voir avec la conscience. La conscience est une énergie très élevée chez l'être humain. La seule énergie qui soit plus élevée que la conscience est l'énergie de l'esprit pur ou de notre être. Merci d'avoir décrit cela plus précisément. Si la conscience est une si haute énergie que possède l'être humain, comment pouvons-nous utiliser au mieux cette énergie? Comment pouvons-nous éveiller cette énergie spéciale? La conscience est, en elle-même, un type d'énergie qui a une fréquence vibratoire très élevée. La conscience peut seulement être éveillée par des travaux conscients et des efforts justes. Le petit pourcentage de conscience que l'humanité possède est gaspillé inutilement dans la vie normale. Il est évident que lorsque nous nous identifions nous-mêmes avec tous les événements de notre existence, nous gaspillons inutilement l'énergie de la conscience. La conscience est comme une lumière que l'inconscient ne perçoit pas. Nous devons nous ouvrir nous-mêmes pour que la lumière de la conscience puisse pénétrer les épouvantables ténèbres du moi-même, du soi-même. Il est maintenant plus facile pour nous de comprendre la signification des paroles de Saint Jean lorsqu'il dit dans l'Évangile « La lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Il serait impossible pour la lumière de la conscience de pénétrer dans les ténèbres de notre moi-même si nous n'utilisions pas le sens merveilleux de l'auto-observation psychologique au préalable. La conscience éveillée nous permet d'expérimenter la réalité de manière directe. Toutes les lois de la nature existent en nous-mêmes, et si nous ne les découvrons pas à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne les découvrirons jamais en dehors de nous-mêmes. L'homme est contenu dans l'univers, et l'univers est contenu en l'homme. Ce qui est réel, c'est ce que vous pouvez expérimenter en vous-même. Seule la conscience peut expérimenter la réalité. Le langage de la conscience est symbolique, intime, profondément significatif, et seuls les êtres éveillés peuvent le comprendre. Éliminer de son intérieur tous les éléments indésirables qui constituent l'ego, le moi-même, dans lequel se trouve embouteillée l'essence. Dissoudre le moi psychologique. Désintégrer les éléments indésirables et urgents, inajournables, indispensables. Voilà le sens du travail sur soi-même. Personne ne pourrait annihiler le moi psychologique sans avoir, au préalable, éliminé les éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de nous. Nous devons réduire en cendres la cruauté monstrueuse de cette époque. Indiscutablement, lorsque le moi psychologique est mort, l'essence resplendit en nous. Une essence libre nous confère une beauté intérieure. Et de cette beauté émane la félicité parfaite et l'amour véritable. Très intéressant. Cependant, avant de comprendre cela plus avant, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cet ego? Le moi que vous venez de mentionner? Comment est-il responsable de la création de tous nos problèmes? Le mammifère rationnel, erronément appelé homme, ne possède pas réellement une individualité définie.
Indiscutablement, ce manque d'unité psychologique dans l'humanoïde est la cause de tant de problèmes et d'amertume. Le corps physique est une unité complète et travaille comme un tout organique, à moins qu'il ne soit malade. Mais la vie intérieure de l'humanoïde n'est en aucune façon une unité psychologique. L'humanoïde, en ce qui concerne son état intérieur, est une multiplicité psychologique, une somme de moi. Les pédants de cet âge noir ne veulent pas se rendre compte que le moi supérieur ou le moi inférieur sont deux aspects du même moi, pluralisé. Le dénommé moi divin est certainement un piège du moi-même, une forme d'auto-tromperie. Quand le moi veut continuer à exister, ici et dans l'au-delà, il s'auto-trompe avec le faux concept d'un ego immortel et divin. Aucun d'entre nous n'a un moi qui soit véritable, permanent, immuable. En fait, aucun d'entre nous ne possède une véritable et authentique unité d'être. Malheureusement, une légitime individualité. Dans le Tibet oriental, les moi sont appelés agrégats psychiques, ou simplement valeurs. Valeurs positives ou valeurs négatives. Si nous acceptons que chaque moi est une personne différente, nous pourrions affirmer ce qui suit d'une manière emphatique. À l'intérieur de chaque individu qui vit dans ce monde, il existe de nombreuses personnes. Les gens, certaines d'entre elles, sont bonnes, d'autres mauvaises. Chacun de ces moi, chacun de ces personnes lutte pour la suprématie. Chacun veut être le contrôleur exclusif. Si l'un de nos auditeurs ne comprend pas encore la doctrine des multiples moi, cela est simplement dû au manque de pratique en matière d'auto-observation. Quand on pratique l'auto-observation intérieure, on découvre par soi-même de nombreuses personnes, de nombreux moi qui vivent à l'intérieur de notre propre personnalité. Sans aucun doute, ceux qui nient la doctrine des multiples moi ne se sont jamais observés eux-mêmes de manière sérieuse. Nous pouvons vérifier clairement que l'humanoïde rationnel n'est jamais le même pendant longtemps. D'un point de vue psychologique, le mammifère intellectuel est continuellement en train de changer. En fait, il n'est pas nécessaire d'être très avisé pour se rendre compte des innombrables changements et contradictions de chacun. Renier la doctrine des multiples moi signifie se tromper soi-même, car en fait, il serait absurde d'ignorer les contradictions intimes que chacun de nous possède. La personnalité humaine n'est qu'une marionnette contrôlée par des fils invisibles. Les 7 démons qui ont été chassés du corps de Marie-Madeleine par Jésus-Christ sont la colère, la convoitise, la luxure, l'envie, l'orgueil, la paresse et la gourmandise. Évidemment, chacun de ces 7 démons est à la tête d'une légion. Si nous réfléchissons à toutes ces questions, nous pouvons voir clairement que la seule chose digne que nous possédons à l'intérieur de nous est l'essence. Malheureusement, elle est embouteillée parmi tous ces multiples moi de la psychologie révolutionnaire. Il est regrettable que cette essence agisse toujours ou fonctionne en vertu de son propre embouteillement. C'est tout à fait vrai. Mais comment fonctionne tout ce travail chez des personnes différentes? Il existe des différences dans la façon dont ces égos ou moi s'expriment chez différentes personnes. Pour répondre à cette question, je dois vous expliquer ce qu'est la personnalité. La personnalité est pure énergie en elle-même. Personne ne naît avec une personnalité. Elle se construit au fur et à mesure que la personne grandit. Lorsque nous retournons, lorsque nous revenons, lorsque nous nous réincorporons dans un nouveau corps, nous devons créer une nouvelle personnalité. Mais si la personnalité humaine périt avec la mort, qu'est-ce qui revient? Nous voulons que ce soit bien clair. Le moi est ce qui continue après la mort. Le moi est ce qui retourne. Dans cette vallée de larmes, chaque retour implique, en fait, la construction d'une nouvelle personnalité humaine. Cette personnalité se forme durant les 7 premières années de l'enfance. Depuis l'invention de la télévision, l'unité familiale a disparu. Il est dommage que la télévision, une invention si merveilleuse, soit utilisée à des fins destructrices. Si l'humanité utilisait cette invention
d'une manière honorable pour étudier les sciences naturelles ou pour donner aux gens de sublimes enseignements, alors une telle invention serait une bénédiction pour l'humanité. Elle serait employée de manière intelligente pour éduquer la personnalité humaine. Il est urgent de comprendre le besoin d'établir un véritable équilibre dans le foyer. Un père représente la sévérité. Une mère représente la douceur. Un père personnifie la sagesse. Une mère symbolise l'amour. Sagesse et amour, sévérité et douceur s'équilibrent mutuellement sur les deux plateaux de la balance cosmique. Durant les 3 ou 4 premières années de la vie, seule la beauté de l'essence se manifeste dans l'enfant. Lorsque l'ego commence à contrôler la tendre personnalité de l'enfant, toute la beauté de l'essence disparaît, petit à petit. Et, à sa place, les défauts psychologiques propres à l'être humain affleurent. Tout cela est très intéressant. À quel point est-il important d'avoir une croissance équilibrée de cette personnalité avec d'autres caractéristiques de notre psychologie? La personnalité et l'essence doivent se développer d'une manière harmonieuse et équilibrée. Le développement harmonieux de la personnalité et de l'essence produit des personnes brillantes. Il est urgent que les enfants reçoivent de la nourriture pour leur essence et de la nourriture pour leur personnalité. Chacun des 3 aspects de la personnalité humaine, pensée, mouvement et émotion, doit recevoir une attention spéciale. Ainsi, la personnalité de l'enfant se développe d'une manière harmonieuse et équilibrée. La création et le développement de la personnalité de l'enfant est une très grande responsabilité pour les parents et les enseignants. La qualité de la personnalité humaine dépend exclusivement du type de matériel psychologique avec lequel elle a été créée et nourrie. En ce qui concerne les mots personnalité, essence, ego ou moi, il existe une grande confusion chez les étudiants en psychologie. Il est urgent de savoir que nous devons désintégrer l'ego, le moi-même, le moi, à travers la personnalité, soit l'ego, soit l'être peut se manifester. Tout dépend de nous. Il est urgent de dissoudre le moi, l'ego, de telle sorte que l'essence psychologique de notre être réel soit la seule qui se manifeste à travers notre personnalité. Cela nous amène à une autre question. Vous avez mentionné l'être plusieurs fois. Pourriez-vous me dire ce qu'est l'être? L'être est l'être. Et la raison d'être de l'être est ce même être. L'être est le divin, l'étincelle immortelle en chaque être humain, sans début ni fin, terriblement divin. Les êtres humains ne possèdent pas encore une telle étincelle à l'intérieur de leur corps, mais si nous nous sanctifions nous-mêmes et éliminons le moi pécheur, il est clair qu'un jour, l'étincelle pourra entrer dans nos corps. Pour aller à l'essentiel, nous sommes, en tant qu'être humain, en tant qu'âme, le résultat de différentes projections de notre propre étincelle virginale. L'être, en chacun de nous, ou le divin que les humains portent à l'intérieur d'eux, est la multiplicité à l'intérieur de l'unité. L'être, en réalité, ressemble à une armée d'enfants innocents. Par conséquent, chaque partie de l'être individuel est autoconscience et même autonome. Heureux celui qui parvient à l'intégration de l'être. La mort de l'ego et la résurrection de l'être en nous doivent se produire durant notre vie. L'être et l'ego sont incompatibles. Finalement, nous voulons dire qu'il y a 2 états psychologiques possibles qui se présentent chez les étudiants définis. A. L'état d'être, qui est transparent, cristallin, impersonnel, réel et vrai. B. L'état du moi, qui est un ensemble d'agrégats psychiques personnifiant les défauts dont la seule raison d'exister est l'ignorance.